Radio France Internationale, merci de nous écouter. Il est 18h à Paris, midi à Washington. Le journal en français facile. Juliette Pietraszewski. À la une de ce journal, aux États-Unis, le soutien massif des démocrates pour Kamala Harris. La vice-présidente est quasi assurée d'être la candidate démocrate pour la prochaine présidentielle. Reste à savoir avec quel candidat à la vice-présidence elle compte se présenter. En parallèle, après la tentative d'assassinat de Donald Trump, la directrice du Secret Service annonce sa démission. On y reviendra. Dans l'actualité également à Pékin, en vue de l'après-guerre à Gaza, le Hamas a conclu un accord d'unité nationale avec l'autorité palestinienne notamment. Et puis en France, J-3 avant les Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture laisse planer le mystère sur ses invités. En parallèle, la sécurité est au cœur des préoccupations pour le ministère de l'Intérieur. On prend la direction des États-Unis. Quel vice-président pour la vice-présidente ? Après le renoncement du président américain à se présenter pour un second mandat, la vice-présidente Kamala Harris a été désignée par Joe Biden pour reprendre le relais de sa candidature démocrate à la présidentielle. En 48 heures, une grande majorité d'élus démocrates ont fait entendre leur soutien à la vice-présidente. Ce n'est pas encore officiel, mais sauf grande surprise, Kamala Harris est donc désormais assurée d'être choisie comme la candidate par son parti. La désignation officielle est prévue pour le mois prochain. Il faut donc à Kamala Harris un colistier, c'est-à-dire un ou une candidate qui se présente à ses côtés pour prétendre au poste de vice-président. Kamala Harris pourrait être tentée de se tourner vers un élu bien implanté dans un État clé, l'un des États qui fera basculer l'élection du 5 novembre prochain. On les appelle les swing states. Antoine Galen, bonjour. Bonjour. Est-ce que la liste des colistiers possibles se resserre ? Oui, et Kamala Harris, qui entend devenir la première femme noire à la Maison-Blanche, pourrait choisir un colistier blanc pour élargir sa base électorale, comme Josh Shapiro, le gouverneur de Pennsylvanie. À 51 ans, ce très bon orateur pourrait faciliter la victoire des démocrates dans l'un des plus importants États clés du Midwest, cette région qui borde les Grands Lacs au nord des États-Unis et qui est aussi convoitée par les républicains. Autre candidat potentiel, venu lui aussi d'un swing state, Mark Kelly, sénateur de l'Arizona, un État important remporté en 2020 par Joe Biden d'un cheveu, c'est-à-dire d'un très petit écart. Mark Kelly, un visage bien connu des Américains, ancien militaire lors de la première guerre du Golfe, ancien astronaute. À 60 ans, il milite notamment pour un contrôle plus strict des armes à feu. Deux autres noms souvent cités par la presse américaine comme possibles prétendants, Roy Cooper, le gouverneur de Caroline du Nord, ou encore Andy Beshear, gouverneur du Kentucky. Tous deux font notamment campagne pour la défense du droit à l'avortement, un sujet phare de la future campagne de Kamala Harris. Merci beaucoup Antoine Galen du service international de RFI. De son côté, Joe Biden s'exprimera mercredi soir sur sa décision d'abandonner la course. Et avant de refermer cette actualité américaine, sachez que la directrice du Secret Service démissionne. Elle a été critiquée de toutes parts depuis la tentative d'assassinat contre Donald Trump le 13 juillet dernier. À Pékin, sur fond de guerre à Gaza, le Hamas a conclu un accord d'unité nationale avec d'autres groupes palestiniens en vue de l'après-guerre. Le Fatah, le parti du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, en fait partie. Les réactions côté israélien n'ont pas tardé à se faire entendre. Le chef de la diplomatie israélienne a blâmé le Fatah pour avoir signé cet accord. Il a également déclaré que le Hamas serait, je cite, écrasé. En parallèle, ce mardi, des frappes israéliennes dans le sud de la bande de Gaza ont été menées. En conséquence, des milliers de personnes ont fui dans la panique. Pour rappel, selon le ministère de la Santé du Hamas, le nombre de morts en territoire palestinien depuis le début de ce conflit a dépassé les 39 000 personnes. Un journal en français facile. La guerre en Ukraine se poursuit. La Russie revendique la prise d'un village dans l'Est aujourd'hui. Si ses forces grignotent du terrain depuis des mois, elles n'ont pas réalisé de percée majeure pour l'instant.
En parallèle, la Hongrie menace à nouveau de bloquer le remboursement de l'aide à l'Ukraine, remboursement des armes fournies par les gouvernements de l'Union européenne à Kiev, jusqu'à ce que l'Ukraine autorise le transit de pétrole russe via son territoire. Déclaration aujourd'hui du ministre hongrois des Affaires étrangères. Dans ce contexte, l'Union européenne est toujours en colère après la visite du Premier ministre hongrois à Moscou. C'était au début du mois quand Budapest venait de prendre la présidence tournante du Conseil de l'UE. En représailles, le chef de la diplomatie européenne a décidé de retirer à la Hongrie le droit d'accueillir la prochaine réunion non officielle des ministres des Affaires étrangères. Elle aura donc lieu à Bruxelles. Anastasia Becchio. C'est un rituel vieux d'un demi-siècle. Tous les 6 mois, une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères se tient dans le pays qui préside le Conseil de l'Union européenne. Fin août, c'est donc naturellement à Budapest qu'elle aurait dû se tenir. Mais la visite de Viktor Orban à Vladimir Poutine, sans concertation préalable avec les autres dirigeants de l'UE, passe mal. Josep Borrell a insisté sur le fait que la Hongrie était liée par l'article 24.3 des traités de l'UE qui stipule que tous les pays doivent soutenir la politique étrangère de l'Union. Chaque État membre est souverain en matière de politique étrangère, c'est vrai. Mais dans la mesure où ils sont membres de ce club, ils doivent respecter les traités, et en particulier cet article qui demande une coopération loyale et la mise en œuvre des positions communes en matière de politique étrangère. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire ou ne pas faire, c'est une obligation. J'ai compris que nous devions envoyer un signal, même s'il s'agit d'un signal symbolique. Le fait de s'opposer à la politique étrangère de l'Union européenne et de disqualifier la politique de l'Union européenne en l'accusant d'être le parti de la guerre doit avoir des conséquences. De son côté, la Commission européenne a pris la décision de n'envoyer que des hauts fonctionnaires aux diverses réunions prévues en Hongrie jusqu'à la fin de l'année. Anastasia Becchio. On parlait de la guerre en Ukraine à l'instant. Eh bien, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a appelé aujourd'hui Pékin à un dialogue direct pour mettre fin au conflit. Cette prise de parole intervient à l'occasion de sa première visite en Chine depuis le début de la guerre avec la Russie. Retour à Paris, il est 18h07 dans nos studios. En politique française, le président Macron va rompre son silence ce soir. Le chef de l'État sera interviewé à 20h10 sur France 2. Une prise de parole attendue où il devrait préciser ses intentions après les législatives. Le président a déjà plaidé pour une trêve politique. Tout ça à 3 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. La cérémonie des JO de Paris, ce sera d'ailleurs vendredi à partir de 19h30. Une cérémonie regardée dans le monde entier. Mais au-delà de la fête sportive, la question de la sécurité est cruciale. Gabriel Attal était en déplacement ce matin à la base aérienne de Vélizy-Villacoublay dans les Yvelines. Le Premier ministre démissionnaire a pu visiter le centre opérationnel de lutte anti-drone. Il en a profité pour revenir sur les dispositifs et les enjeux de sécurité dans l'organisation des JO. Écoutez. Je le dis ici, rien ne doit pouvoir nous échapper. C'est la raison pour laquelle des systèmes de détection, des systèmes de brouillage, des systèmes d'interception, des moyens de défense sol-air sont déployés évidemment sur la plaque parisienne à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, mais également aussi sur les lieux qui accueilleront des épreuves à l'occasion de ces Jeux. Je veux vraiment saluer l'implication et l'engagement du ministère des Armées qui, je le dis, se déploie également pour des opérations de déminage, des minages nautiques sur la Seine notamment pour la préparation de la cérémonie d'ouverture, des minages sur terre. Et je le dis, nous sommes prêts à accueillir le monde à l'occasion de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Voilà pour ces propos du Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal. Et on termine ce journal en français facile en laissant la parole à un auditeur régulier de notre journal. En ce moment même en Ouganda se tient le Congrès international des professeurs de français. Sur place se trouve notre journaliste Adrien Delgrange. Il a pu rencontrer Barthélémy Bizimana, professeur à l'école Antoine de Saint-Exupéry à Kigali, au Rwanda. Il nous raconte pourquoi il écoute ce journal. L'intérêt de ce journal est qu'il se présente comme un français facile, un français simple, accessible et inclusif. Et je trouve que c'est un français qui est empathique. Vous vous mettez à la place des autres, surtout de ces gens-là qui ne comprennent pas bien le français. À la différence des autres journaux, parce que les autres heures, les journalistes parlent très vite et ce n'est pas donné à tout le monde. Pendant mon cours,
Je parle lentement, comme vous le faites, parce que j'ai compris aussi que ce qui compte, c'est le message. Si on parle très vite, les élèves risquent de rater le message. Alors, la méthode du français facile m'aide beaucoup. Barthélémy Bizimana, et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi.